19h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur A24 News pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce mercredi 17 mai. 32e sommet arabe de Jeddah, le chef de la diplomatie algérienne a officiellement remis la présidence de la Ligue des États arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères à son homologue saoudien. Puis la Syrie signe son retour sur la scène arabe. Le président Bachar al-Assad sera bel et bien présent à Jeddah vendredi après plus de 10 ans d'absence. C'est officiel, l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes par la mer Noire, conclu en juillet 2022, a été prolongé de 2 mois, un jour avant son expiration. Et enfin, sport football, match au sommet ce soir. En demi-finale, retour de la Ligue des champions d'Europe, Manchester City sera opposé au Real Madrid pour une place en finale. L'actualité de ce mercredi, marquée par la passation de la présidence tournante de la Ligue des États arabes par l'Algérie à l'Arabie saoudite lors de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères tenue en prévision du 32e sommet arabe prévu à Jeddah vendredi. Le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a remis la présidence au niveau des ministres des Affaires étrangères à son homologue saoudien, le prince Faisal Ben Farhan Ben Abdullah Al Saoud. Je vous propose d'écouter l'allocution d'Ahmed Attaf. Et maintenant, j'aimerais, si vous me le permettez, inviter mon frère, le prince Faisal Ben Farhan Ben Abdullah Al Saoud, ministre des Affaires étrangères du Royaume frère d'Arabie Saoudite, afin qu'il prenne la présidence du Conseil, avec mes souhaits pour lui de plein succès et de réussite dans l'exercice de sa mission. Je voudrais également lui traduire dans ce sillage notre soutien total à la présidence saoudienne, ainsi que notre pleine conscience qu'elle constituera une étape importante dans la concrétisation des bases de l'entente et de l'unité au service de notre projet collectif, qui est par excellence un projet de civilisation. Le ministre algérien des Affaires étrangères est également revenu sur la cause palestinienne, plus précisément sur les efforts de l'Algérie afin de permettre la réconciliation des organisations palestiniennes cristallisées par la déclaration d'Alger. Il a par ailleurs fait un constat sur la situation de violation des droits en Palestine occupée et sur les impératifs imposés à l'action arabe commune afin de faire face à cette situation. J'aborde maintenant les développements inhérents à notre cause centrale, la cause palestinienne. Ce que vivent nos frères palestiniens, confrontés aux pratiques et aux violations criminelles planifiées et perpétrées par le régime d'occupation contre nos frères à El-Quds et en Cisjordanie occupée, ainsi que dans la bande de Gaza sous blocus, en plus du blocage du processus de paix au Proche et au Moyen-Orient. Toutes ces choses, en plus de ce qu'elles attisent dans nos esprits, nous impliquent dans la multiplication des efforts afin de pouvoir imposer le respect des droits du peuple palestinien, avec à leur tête son droit d'édifier son propre État indépendant, avec pour capitale Al-Quds al-Sharif. Ahmed Attaf a également évoqué la dégradation dangereuse de la situation sécuritaire au Soudan et ses différentes implications. Il est revenu sur les démarches prises par le président algérien Abdelmajid Tebboune afin d'élaborer une initiative multilatérale permettant le lancement d'un processus politique de résolution de cette crise. La dégradation dangereuse de la situation au Soudan, frère, constitue avec ses implications et ses conséquences sécuritaires, politiques et stratégiques une source de grande préoccupation pour nous. Et devant cette situation, le président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune, en sa qualité de président du sommet arabe, a multiplié les démarches auprès de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union africaine et de l'IGAD afin de cristalliser une initiative commune garantissant la cessation des hostilités et la préservation des vies, ainsi que le lancement d'un processus politique global permettant de résoudre cette crise. Le
ministre algérien des Affaires étrangères a par ailleurs rencontré ce mercredi à Jeddah son homologue égyptien Samah Choukri. Outre le renforcement des relations bilatérales, les deux ministres ont évoqué les différents dossiers régionaux d'intérêt commun et examiné les principaux points inscrits à l'ordre du jour des réunions ministérielles préparatoires au sommet arabe de Jeddah. Et c'est officiel, le président syrien Bachar el-Assad sera présent à cette 32e session du sommet de la Ligue arabe dans le royaume saoudien, une présence qui marque le grand retour de la Syrie sur la scène arabe après plus de 10 ans d'absence. Pour rappel, l'organisation panarabe a réintégré le 7 mai dernier le pays qui en avait été exclu en fin 2011. Les Soudanais continuent à subir les affres des combats qui ont éclaté depuis un mois entre l'armée et les paramilitaires, poussant des centaines de milliers d'habitants à fuir vers les pays voisins. L'ONU prévoit plus d'1 million de réfugiés pour cette année. Naïla Hamouda. Fuir tant qu'il est encore temps. C'est l'état d'esprit de ces dizaines d'enfants et des femmes. Le Soudan peut compter sur ses voisins pour l'accueil de ces réfugiés. Depuis le début de la guerre, un flot continu de réfugiés soudanais se presse tous les jours au Port Soudan, l'une des principales portes de sortie du pays. Les pays voisins comme l'Égypte et le Tchad voient débarquer des réfugiés soudanais et les comptes de fortune se multiplient déjà. L'ONU s'attend à voir plus d'1 million de personnes quitter les zones de conflit cette année. Elle demande une aide de 470,4 millions de dollars. Les combats ont aggravé la situation humanitaire dans le pays, où une personne sur 3 dépendait déjà de l'aide humanitaire avant la guerre. L'ONU estime à plus de 3 milliards de dollars les besoins en aide humanitaire et pour les réfugiés. Ces fonds devraient permettre aux agences en charge de l'aide humanitaire de traiter les quelques 18 millions de personnes les plus vulnérables dans le pays. Alors que le gouvernement soudanais promet de rétablir la paix, environ 220 000 réfugiés ont déjà fui le pays. Les discussions entre les représentants des deux parties au conflit à Jeddah en Arabie Saoudite devraient se poursuivre pour parvenir à une nouvelle trêve qui permettrait notamment d'acheminer l'aide humanitaire. Les tractations pourraient entrouvrir la possibilité d'une réelle trêve. Jusqu'à présent, toutes les tentatives de cessez-le-feu ont échoué. Direction le Nigeria, des hommes armés ont attaqué hier un convoi américain dans le sud-est du pays, tuant 4 personnes non américaines et en kidnappant 3 autres. L'attaque a eu lieu dans le district d'Ogbaru et de l'État de l'Anambra, où une opération de sauvetage et de récupération est en cours. Au Nigeria toujours, plus de 30 personnes ont été tuées dans des heurts qui ont opposé des agriculteurs et des bergers dans des villages de l'État du Plateau. Ces affrontements ont eu lieu dans plusieurs localités du district de Mangou. Le Maroc poursuit sa politique d'expulsion arbitraire dont l'objectif est de faire taire les informations faisant état aux violations des droits de l'homme. Les autorités marocaines ont expulsé Roberto Cantoni, chercheur et académicien à l'université de Barcelone, après son arrivée dans la ville occupée de l'Aïoun où il devait enquêter sur les implications du Merzen dans l'utilisation illégale des énergies renouvelables du Sahara occidental. Mon intérêt était d'expliquer et d'enquêter sur la colonisation marocaine des terres, mais aussi l'exploitation illégale des ressources naturelles sahraouies. Comme nous le savons tous, c'est évident que les autorités marocaines empêchent les investigateurs et les journalistes d'enquêter sur la situation réelle des infrastructures et entreprises énergétiques marocaines, européennes, mais aussi espagnoles dans l'utilisation des ressources sahraouies. Cela malgré la décision de la Cour européenne de la justice qui a affirmé que les ressources naturelles sahraouies appartiennent au peuple sahraoui. L'escalade de l'entité sioniste se poursuit. Au moins 6 Palestiniens ont été blessés par balle ce mercredi à l'aube lors de l'incursion de forces d'occupation et de colons sionistes dans le tombeau de Youssef, à l'est de la ville occupée de Naplouse, en Cisjordanie.
Par ailleurs, des dizaines de colons sionistes ont fait irruption ce matin dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa sous la protection renforcée des forces d'occupation. Ils y sont entrés depuis la porte des Maghrébins et y ont pratiqué des rituels talmudiques. Le président russe et son homologue iranien Ebrahim Raisi ont supervisé ce mercredi par liaison vidéo la signature d'un accord portant sur le financement et la construction d'une ligne de chemin de fer iranienne dans le cadre de la réalisation d'un corridor de transport international nord-sud, un itinéraire qui, selon la Russie, pourrait rivaliser avec le canal de Suez en tant que voie commerciale mondiale majeure. Je soulignerai que cette voie unique nord-sud dont le chemin de fer Rajta-Stara fait partie, il aidera à l'échelle mondiale les chaînes d'approvisionnement en biens. Le bon transfert via le nouveau corridor a des avantages compétitifs significatifs. Par exemple, la livraison de marchandises de Saint-Pétersbourg à, disons, Mumbai prendra environ 10 jours. En comparaison, la livraison par les voies traditionnelles prendra environ 45 jours. L'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes par la mer Noire conclu en juillet 2022 a été prolongé de 2 mois, soit jusqu'au 17 juin prochain. C'est ce qu'a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdoğan. Pour rappel, cet accord était censé expirer ce mercredi. La durée de la dernière prolongation était sur le point de s'achever. Grâce aux efforts de notre pays et au soutien de nos amis russes et ukrainiens, l'accord sur le corridor céréalier de la mer Noire est convenu d'être prolongé de 2 mois. D'ailleurs, cette prolongation de l'accord en question a été confirmée du côté russe par le biais de la ministre des Affaires étrangères, Maria Zakharova, déclarant que l'accord avait été étendu pour aider les pays dans le besoin. On l'écoute. Nous confirmons l'annonce faite par le président turc d'une prolongation de 2 mois de l'initiative de la mer Noire. Ainsi, il y a une chance, non pas en parole, mais en acte, de contribuer à assurer la sécurité alimentaire mondiale et d'abord de tous pour aider les pays qui en ont le plus besoin. Deuxièmement, nos évaluations fondamentales des accords d'Istanbul du 22 juillet 2022 n'ont pas changé et les distorsions dans leur mise en œuvre doivent être corrigées au plus vite. L'énergie, la ministre espagnole de l'énergie Teresa Ribera a déclaré que la France devrait d'abord couvrir ses besoins énergétiques nationaux avant d'utiliser son parc nucléaire pour produire de l'hydrogène destiné à l'exportation via un pipeline prévu relié à l'Espagne. Ces propos interviennent dans un contexte tendu entre les deux pays qui investissent dans l'hydrogène comme moyen de conduire la transition de l'Europe vers une économie à faible émission de carbone. Nous n'aimerions pas nous retrouver dans une situation où nous devons faire face à la part pertinente de leur demande d'électricité parce qu'ils utilisent leur plan pour produire de l'hydrogène. Cela n'a pas de sens. Dans quelle mesure peuvent-ils assurer une réduction plus importante de l'électricité dont ils ont besoin avant d'utiliser ces centrales pour produire de l'hydrogène? Nous ne sommes pas prêts à le faire. C'est de substituer la demande d'électricité domestique car ils réduisent leur projet de production d'hydrogène. Ce serait fou. Perspective économique mondiale, l'ONU tire la sonnette d'alarme. Les Nations Unies ont alerté contre une période prolongée de faible croissance. La raison, une multitude de crises qui ébranlent plusieurs parties du monde. Mohamed Wali Ben Chaban. L'année 2024 devrait connaître un léger ralentissement de la croissance économique mondiale. Le conflit russo-ukrainien, les hausses de taux d'intérêt visant à contenir l'inflation, les effets persistants de la pandémie, notamment le changement climatique, et les défis structurels macroéconomiques sont derrière les fractures qui empêchent tout de même l'accélération de la croissance économique dans le monde. Le dernier rapport de l'ONU a revu à la baisse les prévisions de croissance mondiale pour l'année prochaine. L'économie mondiale devrait maintenant croître de 2,3% en 2023 et de 2,5% en 2024, une légère hausse de prévision de croissance mondiale pour 2023.
Aux États-Unis, la résilience des dépenses des ménages a entraîné une révision à la hausse des prévisions de croissance à 1,1% en 2023. L'économie en Europe, tirée par la baisse des prix de carburant et des dépenses de consommation robustes, devrait maintenant croître de 0,9%. En Chine, la croissance est désormais prévue cette année à 5,3% en raison de la levée des restrictions liées au Covid-19. Dans le continent africain, la croissance devrait légèrement ralentir à 3,4% en 2023 avant de passer à 3,5% en 2024. Selon l'ONU, l'économie mondiale est maintenant en phase de ralentissement synchronisé. Les défis politiques actuels exigent une coopération politique transfrontalière plus forte et des actions mondiales concertées pour empêcher de nombreuses économies en développement de se retrouver piégées dans un cercle vicieux de faible croissance et de dettes plus ou moins élevées. L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné ce mercredi en appel à Paris à 3 ans de prison, dans un an ferme à exécuter sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. Une sanction inédite pour un ancien chef de l'État. L'avocate de ce dernier, Jacqueline Lafont, a annoncé que son client allait se pourvoir en cassation. En Équateur, le président Guillermo Lasso, menacé par une procédure de destitution, a décrété ce mercredi la dissolution du Parlement, entraînant des élections anticipées au motif d'une grave crise politique et de troubles intérieurs. Le chef d'État accusé par la gauche majoritaire dans ce Parlement a une seule chambre de malversation dans le cadre d'un contrat public portant sur le transport de pétrole brut. Pour apporter une solution constitutionnelle à l'Équateur, j'ai décidé d'appliquer l'article 148 de la Constitution qui me donne la faculté de dissoudre l'Assemblée nationale en raison d'une grave crise politique et de troubles internes. J'ai également demandé au Conseil électoral national la convocation immédiate d'élections législatives et présidentielles pour le reste de leur mandat respectif. Sport football, au programme ce soir à 21h, un choc très attendu par les millions de supporters de Manchester City et du Real Madrid qui se retrouvent à l'Etihad Stadium pour en découdre en match retour de la demi-finale de la Ligue des Champions d'Europe. Au match aller, la semaine écoulée, les Merengues et Sky Blues se sont quittés sur un match nul, un but partout. Le match de ce soir est d'une importance capitale. À la clé, une dernière place pour rejoindre l'Inter de Milan, vainqueur de l'AC Milan en finale d'Istanbul. Notre héritage est déjà exceptionnel. Nous avons été là quelques fois déjà. Donc nous ne sommes pas stupides pour savoir combien ce match est important. C'est peut-être l'un des matchs les plus importants puisque nous sommes ensemble ici. Nous ne pouvons pas le nier pour la compétition, pour le rival, pour beaucoup de choses. Mais j'ai dit aux joueurs, alors vivez-le comme une énorme opportunité. Profitez du moment. To the players, so live it like a huge opportunity. Enjoy the moment. Aujourd'hui, je suis très calme, je suis plein d'espérance, je suis plein de foi. Nous connaissons très bien ce jour de match et c'est le jour où les inquiétudes se manifestent et où l'on réfléchit. Si Haaland va marquer, si De Bruyne va vous blesser, mais j'essaye de mettre cela hors d'esprit et de penser au dribble de Vinicius et que Karim peut être prêt dans la zone de penalty. Dans ce genre de moment, il faut penser aux choses positives et non aux choses négatives. Et puis hier, l'Inter, dernier club italien à avoir conquis la Ligue des Champions en 2010, a de nouveau battu l'AC Milan 1-0 après les 2-0 de l'aller pour ramener en finale le pays du Calcio. Les entraîneurs des deux équipes se sont exprimés en conférence d'après-match. C'est évidemment une grande émotion, un rêve que j'ai eu avec mes joueurs, que nous avons nourri dès le tirage au sort. Nous avons dû croire en nous et nous sommes arrivés ici par le mérite. Personne ne nous a rien offert. Pour le moment, il n'y a que la déception. Il n'y a que la déception car nous aurions pu être en finale de Ligue des Champions. Mais si nous pensons que l'année dernière, nous sommes sortis en phase de groupe et que cette année, nous avons réussi à atteindre les demi-finales, nous pouvons et devons être fiers. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.